conflits armés au XXIe siècle sont quasiment tous des guerres asymétriques ou des guerres civiles. En septembre 2020 débute l'opération militaire azerbaïdjanaise Point d'Acier qui marque le début de la guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie et qui fait plus de 7000 morts dont 150 civils. Ces chiffres sont en évolution permanente car cette guerre n'est pas terminée et présente un risque réel de déraper en nettoyage ethnique ou en génocide. La source de ce conflit, c'est une question de contrôle territorial, plus précisément du Nagorno-Karabakh, qu'on appelle aussi le Haut-Karabakh. Cette région totalise près de 4400 km² et compte 150 000 habitants. Officiellement, ce territoire appartient à l'Azerbaïdjan, mais en réalité, la quasi-totalité de sa population est arménienne d'un point de vue ethnique. Ce n'est pas non plus la première guerre qui s'y déroule. À la fin des années 1980, une première querelle entre les deux États avait causé la mort de 30 000 personnes et le déplacement d'au moins 1 million d'individus. Depuis, on a eu l'occasion à plusieurs reprises d'y observer des escarmouches mineures entre les deux armées conventionnelles. De fait, en 2016, un autre affrontement avait coûté la vie à près de 200 personnes, dont 15 civils. Ce conflit est ancien et implique les grandes puissances régionales dont la Turquie et la Russie et dans une moindre mesure l'Iran et Israël. Mais pour le moment, la Turquie et la Russie sont les seuls pays qui ont activement pris part au conflit. Istanbul en soutien à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et Moscou dans un effort de stabilisation du Caucase. La Russie a réussi à asseoir l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la table des négociations pour parvenir à un premier cessez-le-feu qui n'a tenu que quelques heures avant de parvenir à une solution plus pérenne à la suite d'une seconde tentative. Entre-temps, le groupe de Minsk et les États-Unis s'étaient également frottés à l'exercice, mais sans succès. Les médias occidentaux traditionnels ont couvert ce conflit en parlant d'une invasion azerbaïdjanaise du territoire arménien. Mais la réalité est on ne peut plus complexe. En 2020, l'Arménie et l'Azerbaïdjan paraissaient sur le point de signer un accord de paix. C'était en avril, à la conférence de Munich sur la sécurité, seulement quelques mois avant l'ouverture des hostilités. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le premier ministre arménien Nikol Pachinian dialoguaient en public sur un ton courtois. Lequel de Bakou ou d'Erevan est dans son droit? Il est très difficile de répondre, mais on va tenter de faire la lumière sur les principaux enjeux de ce conflit et sur l'intervention militaire d'Erdogan. Mais pas seulement. À qui la Russie apporte-t-elle son soutien et quid des États-Unis et de l'Union européenne? Pour comprendre ce qui s'y déroule en ce moment, petit retour sur la genèse du conflit. Une histoire sans héros. On laisse tomber le manichéisme qui nous pousse à classer les belligérants dans les catégories des gentils et des méchants. Il est vrai que le peuple arménien suscite la compassion. Pendant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman a massacré plus de 2 millions d'Arméniens. Aujourd'hui encore, la Turquie refuse de reconnaître le génocide arménien, tout comme le Japon fait le dos rond aux crimes de guerre à Nanjing. Le négationnisme est perçu par les communautés concernées comme un affront supplémentaire et une humiliation qui entretient les rivalités. L'Arménie est depuis devenue une démocratie et curieusement, c'est devenu le premier pays chrétien de l'histoire. Et que dire de l'Azerbaïdjan? Pour simplifier, c'est un régime autoritaire et corrompu avec peu de rivaux et avec d'énormes réserves de gaz et de pétrole qui profitent à la classe dirigeante. Cela explique comment le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev est devenu l'une des plus importantes fortunes du monde. Le pays est très majoritairement musulman, mais la pratique de l'islam y est modérée. Même si on peut observer ces derniers mois une instrumentalisation religieuse par le pouvoir pour légitimer la victoire azerbaïdjanaise sur l'Arménie. Mais malgré ce tableau bichromatique, il n'y a pas de camp du bien et du mal. Pendant des siècles, la région du Haut-Karabakh était peuplée à la fois par des chrétiens arméniens et par des musulmans chiites azéris, comme le confirment de nombreux recensements datant du 19e siècle. À cette époque, l'Arménie et l'Azerbaïdjan faisaient partie de l'Empire russe. Mais en 2018, ces deux territoires sont devenus indépendants dans la foulée de la révolution bolchevique. La toute nouvelle armée rouge a rapidement mis fin au conflit et repris les deux pays sous le giron de l'Union soviétique. Donc depuis la mort de Lénine et l'arrivée de Staline au pouvoir en 1923, le Haut-Karabakh appartient à la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan qui a perduré jusqu'en 1991 et l'effondrement du bloc soviétique. Quelle raison derrière ce choix arbitraire? Personne ne le sait, c'est ainsi. C'est en 1988 que la donne change. Les Arméniens du Haut-Karabakh ont profité des nouvelles libertés politiques accordées par Mikhail Gorbatchev pour voter au Parlement régional leur volonté que la région cesse d'appartenir à l'Azerbaïdjan et qu'elle s'incorpore à la République d'Arménie. Les Arméniens à l'origine de cette initiative étaient mécontents du gouvernement de Bakou qui leur refusait la télévision et l'enseignement en arménien. Les Azerbaïdjanais sont descendus en masse dans la rue pour protester ce choix séparatiste ou d'autodétermination, c'est selon votre interlocuteur. En tout cas, les Arméniens à Erevan ont fait de même et c'est ainsi qu'a éclaté la guerre du Haut-Karabakh.
guerre qui ne s'est terminée qu'en 1994 après avoir causé la mort de 30 000 personnes, dont de très nombreux civils. Plus d'1 million de personnes ont été déplacées. 850 000 Azéris habitant au Haut-Karabakh ont dû se réfugier en Azerbaïdjan et 250 000 Arméniens vivant en Azerbaïdjan sont partis en Arménie. On a assisté à un nettoyage ethnique total qui a laissé des blessures indélébiles des deux côtés. En 1994, l'Arménie était victorieuse de l'Azerbaïdjan. La région disputée a changé de nom pour s'appeler la République Artsakh, un état dans lequel la police est arménienne, la monnaie officielle est le dram, la devise d'Erevan, et la langue officielle est l'arménien. L'incorporation à l'Arménie du Haut-Karabakh était si profonde que 2 des derniers présidents arméniens sont nés à Stepanakert, le chef-lieu de la République Artsakh. Cependant, cette guerre n'a jamais pris fin car il n'y a jamais eu d'accord de paix. Seul un cessez-le-feu a été décrété. Puis 1992, l'OSCE, ou l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tente de réunir les deux parties pour négocier un accord territorial. Cette tentative de médiation est présidée par la France, la Russie et les États-Unis parce que ces pays comptent d'importantes diasporas arméniennes. Cela dit, l'Azerbaïdjan a toujours contesté la légitimité de l'Arménie sur le Haut-Karabakh et a donc tourné le dos aux négociations. Durant cette période, l'Arménie a non seulement absorbé le Haut-Karabakh, mais a également conquis tous les territoires qui relient cette région à l'Arménie. C'est-à-dire environ 20% du territoire de l'Azerbaïdjan. Et rappelez-vous que 850 000 personnes ont été expulsées de leur terre d'origine. Ceci explique la haine anti-arménienne professée à Bakou, une haine qui se manifeste ainsi. Nos principaux ennemis sont les Arméniens du monde et les politiciens hypocrites et corrompus sous leur contrôle. Ilham Aliyev, président de l'Azerbaïdjan. Le clan Aliyev a instrumentalisé le ressentiment contre l'Arménie pour justifier toutes sortes d'abus de pouvoir. La population arménienne est essentiellement à l'extérieur de ses frontières. Sa diaspora compte 8 millions d'Arméniens vivant aux États-Unis, en Russie et en France. Et on constate l'activisme d'un lobbying arménien qui entretient le discours dénonçant les persécutions par l'Azerbaïdjan. Parce que si vous pensez que l'Arménie est prête à négocier, c'est une erreur. À ce jour, l'Arménie est disposée tout au plus à maintenir le statu quo, c'est-à-dire à garder la République d'Artsakh et toutes les régions environnantes, exemptes d'Azérie. Pour illustrer mes propos, en 2007, les ministres des Affaires étrangères arméniens et azerbaïdjanais se sont réunis à Madrid dans le cadre de négociations qui ont donné naissance au principe de Madrid. Ces propositions suggèrent que l'Arménie autorise le retour des Azéris qui vivaient à Nagorno. Par la suite, l'Arménie est incitée à organiser un référendum d'autodétermination sous observation de la communauté internationale. Cela impliquerait notamment que l'Arménie retire ses troupes et c'est une condition inacceptable pour le gouvernement d'Erevan ou la diaspora arménienne. L'Association des Arméniens aux États-Unis a rejeté ces propositions en les qualifiant d'antidémocratiques. Il semble donc qu'aucun des deux pays n'est prêt à faire des concessions pour avancer dans les pourparlers de paix. Et c'est pourquoi, à ce jour, aucune superpuissance n'a apporté son soutien ferme et définitif à l'un ou l'autre camp. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ? Le flouze. En 1994, l'Arménie et l'Azerbaïdjan étaient deux économies pauvres. La situation qui en résulte s'appelle en anglais A Mexican Standoff, en référence au film de Sergio Leone, Le Bon, la Brute et le Truand, où les trois protagonistes se regardent en chien de faïence. C'est donc du fait de leur faible capacité financière que les deux États ont approuvé le cessez-le-feu. Depuis, l'économie arménienne s'est développée à un rythme normal, similaire aux autres pays de la région. Mais l'Azerbaïdjan a fait en 1999 une découverte qui a tout changé. Deep beneath the Caspian Sea, a trillion cubic meters is waiting to be tapped. Les gisements de gaz de Shah Deniz dans la mer Caspienne est l'un des plus grands au monde. Le PIB de l'Azerbaïdjan s'est développé exponentiellement. Aujourd'hui, le PIB de l'Azerbaïdjan vaut presque 4 fois le PIB de l'Arménie, et l'armée en a été la principale bénéficiaire. Des accords de défense et d'armement ont été passés avec la Russie, Israël et la Turquie. Et c'est à ce moment-là que Bakou a décidé de prendre sa revanche sur Erevan. Violence au Haut-Karabakh. Les pires affrontements depuis des décennies font des dizaines de victimes. Cet article date de 2016. La guerre a duré 5 jours et a fait 200 victimes. Mais alors que l'Azerbaïdjan était nettement mieux armé, les Arméniens ont réussi à contenir l'avancée de Bakou. La zone entière est contrôlée par des troupes arméniennes et elles sont très bien entraînées. L'Azerbaïdjan a voulu démontrer sa supériorité sur l'Arménie et a découvert à cette occasion que l'argent et l'armement ne faisaient pas de miracle, comme on l'a vu en Indochine, au Vietnam, en Algérie, en Afghanistan et au Yémen. Alors qu'est-ce qui a changé depuis ? Le réveil du géant ottoman. Turquie, la
tentative de coup d'État de juillet 2016. Certains pensent d'ailleurs qu'il s'agit d'un coup monté par le président Recep Tayyip Erdogan, mais il est très difficile de distinguer le vrai du faux, même s'il est vrai que certains éléments sont troublants. Ce putsch avorté a été une formidable opportunité pour son dirigeant d'asseoir son emprise sur le pouvoir. Traditionnellement, l'armée turque était kémaliste, soit l'idéologie adhérant aux préceptes du père de la nation turque, Mustafa Kemal Atatürk. Ils étaient donc en faveur d'une Turquie laïque et occidentalisée. Erdogan a une autre idée en tête pour son pays qu'on appelle le néo-ottomanisme, c'est-à-dire un retour à la grandeur de l'Empire ottoman. C'est ce qui a poussé Erdogan à prendre des mesures post-coup d'État comme celle-ci. Erdogan purge l'armée et le pouvoir judiciaire après un coup d'État manqué. Voilà donc l'une des explications derrière le virage autoritaire de l'exécutif turc depuis 2016. Mais dernièrement, l'ex-empire ottoman traverse une crise économique très difficile. On reviendra d'ailleurs plus en détail sur cette crise dans une autre vidéo. En 2013, son PIB était de 951 milliards de dollars. En 2021, il a baissé à seulement 720 milliards de dollars. Et pourtant, les dépenses militaires explosent. Vous avez sous les yeux les manifestations de la doctrine Mavi Vatan, la patrie bleue. La Turquie souhaite étendre son contrôle sur tous les espaces maritimes environnants, la Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire. Voici pourquoi les Turcs sont si présents en Libye et sont si hostiles envers la Grèce. La Turquie s'intéresse également au Golfe Persique et à la mer Caspienne, pour deux raisons. D'une part, la rhétorique expansionniste nationaliste, et de l'autre, l'indépendance énergétique. Jusqu'à récemment, le pétrole et le gaz consommés par la Turquie provenaient majoritairement de Russie et d'Iran, deux pays qui entretiennent des relations traditionnellement difficiles avec la Turquie. Mais un changement s'est amorcé à partir de 2019. La Turquie et l'Azerbaïdjan annoncent l'achèvement du gazoduc TANAP pour acheminer du gaz vers l'Europe. Vous parlez tout à l'heure de néo-ottomanisme, une forme d'ethno-nationalisme. Le nationalisme turc n'est pas basé sur la religion ni sur le système politique, mais sur le concept de race et d'une culture commune. Les Azéris sont un peuple turcique, présentant une langue, une ethnie et une culture très similaires, et c'est pourquoi Aliyev et Erdogan s'entendent si bien. Par ailleurs, Erdogan a fortement impulsé la militarisation de son pays. À présent, la Turquie possède ses propres lanceurs de missiles, un armement laser sophistiqué et même ses propres drones, dont le très réputé Bayraktar TB2, dont l'Azerbaïdjan est l'un des principaux acquéreurs. La Turquie et l'Azerbaïdjan approfondissent leur coopération de défense avec de nouveaux accords bilatéraux. Ça remonte à mai 2020. L'armée azerbaïdjanaise était déjà fournie en armes turques, russes et israéliennes. Et cette fois-ci, ce fut la bonne. Les manifestants azerbaïdjanais réclament la guerre après des affrontements avec l'Arménie. Certains pays comme le Canada ont alors décidé de suspendre les accords d'armement avec l'Azerbaïdjan pendant que le régime d'Ankara renforçait ses liens avec Bakou. Le soutien turc à l'armée azerbaïdjanaise est loin d'être un secret de polichinelle. Voici une preuve de la propagande turque sur le site web du ministère de la Défense azerbaïdjanais. Mais celui ou celle dont le pays n'a pas vendu d'armement à un régime autoritaire jette la première pierre. La Turquie n'est pas le seul pays à avoir exporté ses armes en Azerbaïdjan. Alors pourquoi le soutien turc est-il si important ? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Les alliances impossibles. Décor. Syrie, date 2012. Les rebelles syriens se soulèvent contre le régime de Bachar el-Assad. L'intervention états-unienne est attendue. Barack Obama est scruté par la communauté internationale. Mais au lieu de déployer l'armée, il sollicite Langley, le QG de la CIA, pour concevoir et implémenter le programme Timber Sycamore, un programme clandestin. Encore classé défense, on a très peu d'infos à son sujet. Mais ce que nous savons, c'est que la CIA a procédé à l'acquisition d'armes sur le marché noir. Dans les Balkans, des AK-47, des lunettes de vision nocturne, des lance-grenades. Ceci afin d'armer les opposants au régime d'Al-Assad. Des nébuleuses ont donc été entraînées par la CIA et on ignore encore aujourd'hui à qui ont profité ces formations. Mais ce n'est certainement pas la première fois que les États-Unis arment et forment de futurs ennemis. D'ailleurs, dès l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, le programme Timber Sycamore a pris fin. Du jour au lendemain, des dizaines de milliers de rebelles syriens entraînés par la CIA se sont retrouvés sans le soutien de leurs alliés, les États-Unis. Et c'est là qu'intervient la Turquie en facilitant l'émergence de l'armée nationale syrienne, un groupe paramilitaire au service de la Turquie. Chaque mercenaire est rémunéré entre 1500 et 2000 $ par mois et il est également éligible à la citoyenneté turque. L'armée azerbaïdjanaise a donc pu rattraper son retard face aux soldats arméniens en faisant appel au service d'une force de 700 à 1000 mercenaires syriens sous contrat avec la Turquie. Évidemment, Erdogan nie toutes ces accusations.
Nagorno-Karabakh, au moins 3 combattants syriens tués. L'Azerbaïdjan peut donc compter sur les revenus issus de ses importantes réserves de gaz et sur le soutien inconditionnel de la Turquie. Qui soutient alors l'Arménie? Pour le moment, personne. L'Iran pourrait éventuellement constituer un allié de choix, mais jusqu'à présent, ce dernier s'est limité à sécuriser sa frontière en y plaçant 200 chars. En outre, un autre allié traditionnel de l'Arménie, c'est la Russie. En fait, elle y possède une base militaire de plus de 3000 soldats. L'Arménie est aussi membre de l'Organisation du Traité de sécurité collective, une sorte d'OTAN russe qui réunit également la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizstan et le Tadjikistan. En principe, si l'Azerbaïdjan attaquait l'Arménie, la Russie serait obligée de prendre sa défense. Sauf que le Haut-Karabakh fait officiellement partie de l'Azerbaïdjan. Techniquement, il essaie simplement de reconquérir un territoire qui lui appartient déjà. Alors depuis quand la Russie respecte le droit international? On pourrait penser que c'est dans l'intérêt de Poutine de contrôler le Caucase, mais ces dernières années, Moscou et Bakou entretiennent bonnes relations. La Russie et l'Azerbaïdjan ont besoin l'un de l'autre pour exporter leur gaz vers l'Europe. En plus, la Russie rencontre des difficultés avec l'apparition de foyers terroristes islamistes en Tchétchénie et au Daghestan. Moscou cherche à tout prix à stabiliser la région, car si la Russie attaquait l'Azerbaïdjan, un pays musulman, Bakou pourrait très bien riposter en orchestrant des attaques terroristes contre la puissance attaquante. Quant à l'Union européenne, elle a besoin du gaz en provenance d'Azerbaïdjan pour réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie. La Turquie est donc la seule puissance qui souhaite activement s'impliquer dans ce conflit. D'où l'intérêt de Moscou de rétablir la paix, même provisoire, au plus vite. L'Arménie et l'Azerbaïdjan conviennent d'un cessez-le-feu. Une première trêve fut conclue, mais quelques heures à peine après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié par la Russie, l'Azerbaïdjan a à nouveau attaqué les positions arméniennes du Haut-Karabakh. Il fut de même pour le deuxième accord issu de la médiation du groupe de Minsk et rebelote avec la troisième tentative sous l'égide des États-Unis. Puis un dernier accord de cessez-le-feu définitif cette fois-ci, à nouveau grâce à la Russie. Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a désigné cet accord de capitulation de facto arménienne. En effet, l'Azerbaïdjan garde les territoires reconquis, d'où les forces arméniennes doivent se retirer complètement. Des forces de maintien de la paix russe sont alors déployées dans la région pour 5 ans renouvelables. Le statut politique du Haut-Karabakh, qui a perdu un tiers de son territoire, reste encore à déterminer. Ankara déploie également des unités turques et des civils en Azerbaïdjan pour observer les efforts de paix. Erdogan a toutefois indiqué que la lutte contre l'Arménie n'est pas terminée. Le fait que l'Azerbaïdjan a sauvé ses terres de l'occupation ne signifie pas que la lutte est terminée. La lutte dans les sphères politiques et militaires va se poursuivre désormais sur de nombreux autres fronts. Recep Tayyip Erdogan. La signature provoqua des remous en Arménie, la population réclamant la démission du Premier ministre Nikol Pachinian, qui réussit néanmoins à se maintenir au pouvoir après les élections législatives anticipées de 2021. Ce conflit risque de s'envenimer à la moindre occasion. Nous ignorons encore si l'accord prévoyait ou non un protocole secret. D'ailleurs, Poutine a réuni le Premier ministre arménien et azerbaïdjanais fin 2021 pour fluidifier les relations entre les deux nations encore très crispées. Mais sur le terrain, la situation est d'autant plus explosive car courant 2021, l'Azerbaïdjan a mené plusieurs excursions en territoire arménien qui pourraient mener à une reprise des hostilités. Le Haut-Karabakh n'est plus le seul enjeu. Le Syunik, au sud de l'Arménie, paie au prix fort la victoire de Bakou car la région s'intercale entre l'Azerbaïdjan et son esclave, le Nakhitchevan. Ainsi, plus d'un an après sa défaite, l'intégrité du territoire arménien ne tient plus qu'à un fil. Alors dans quelle mesure la Turquie est-elle responsable des affrontements dans le Nagorno-Karabakh? Est-ce que nous avons bien fait de laisser la Russie gérer la stabilisation de la région et quel est l'avenir du Caucase? Je vous laisse méditer sur ces questions et je vous dis à la prochaine.